propose de commencer du coup ce petit temps de présentation autour des freins et leviers à l'engagement et au maintien de l'engagement dans une activité physique. Lorsqu'on a atteint de pathologie chronique, mais de manière générale, je vous parlerai plus globalement finalement que la prescription d'activité physique dans le cas de pathologie. Alors voilà un peu le synopsis qui avait été posé ici. L'idée finalement que même si on sait, même si on est informé, même si on est convaincu en effet que l'activité physique est en tout point bonne pour sa santé, c'est pas facile. Et là c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est pas facile de se motiver, c'est pas facile de se mettre en mouvement. Il y a des stratégies peut-être que je vais essayer de vous exposer, ou en tout cas vous faire part de l'expérience donc de personnes qui ont témoigné sur justement les freins et les leviers. Puis on discutera peut-être autour de vos freins et de vos leviers à la reprise d'une activité physique ou au maintien de l'activité physique. C'est deux choses différentes. Il y a le fait d'entrer dans la pratique et puis il y a le fait de maintenir sa pratique sur le long terme. Peut-être avant de commencer cette présentation, je voulais déjà me présenter et surtout présenter l'association dans laquelle je travaille. Donc pour le coup, je m'appelle Nathalie Barthes. Je suis directrice du Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes. Le Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une association qui a pour objectif de mettre en place toutes sortes d'actions, plutôt d'actions de prévention au service donc du bien vieillir. C'est un centre de ressources, c'est-à-dire un centre de recherche plutôt interventionnel. C'est également un lieu où on évalue des actions diverses et variées, où on met en place des propositions, des organisations diverses et variées pour accompagner la perte d'autonomie et surtout accompagner le maintien à domicile des personnes âgées ou vieillissantes. C'est donc agir auprès des personnes âgées, mais c'est aussi agir autour et surtout sur l'écosystème, sur les professionnels, mais aussi potentiellement auprès des aidants, des familles, des acteurs de prévention de manière générale, des professionnels. Donc simplement, petit zoom, le Gérontopole, il y en a une dizaine en France et on a la chance d'en avoir un pour le coup en Auvergne-Rhône-Alpes et je vous invite du coup à vous rapprocher de votre Gérontopole qui se trouve être pour le coup basé à Saint-Étienne pour avoir tout type d'informations, pour participer à des études ou encore pour être tout simplement informé de ce qui est fait en matière de gérontologie. Alors je fais un petit peu de pub pour le Gérontopole, mais vous retrouverez les plaquettes si vous le souhaitez ici et possiblement les contacts pour venir à nous. Le Gérontopole, concrètement, vous l'avez compris, c'est favoriser évidemment toute action, toute innovation et anticiper, adapter donc la société de manière générale au vieillissement. Et c'est une bonne trentaine de projets actuellement au Gérontopole. Dont justement des projets autour de l'activité physique. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors c'est vrai que je me suis présentée en tant que directrice du Gérontopole, mais il se trouve que j'ai dans le passé fait une thèse dans le champ des activités physiques et sportives. Et en l'occurrence, je suis docteur en sociologie. Et c'est donc cette approche-là que je vais essayer de vous transmettre à travers les quelques études auxquelles j'ai pu participer. On y vient donc à l'activité physique. Je ne vais peut-être pas revenir sur tout ce petit contexte parce que je pense qu'on vous en a déjà évoqué pas mal ce matin, les questions de sédentarité, les questions d'activité physique, les questions de sport, les questions d'activité physique adaptée et tout ce contexte-là. Mais bon, pour parler de freins et leviers, il faut quand même savoir de quoi on parle. La sédentarité, c'est finalement la position dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir assis. Et c'est dans l'état dans lequel tous les mouvements sont réduits donc, au strict minimum et où donc, la dépense énergétique est proche de celle de zéro. La sédentarité, c'est typiquement la nuit, le repos, le sommeil, mais c'est aussi tout ce que vous pouvez voir ici imagé, tout le temps passé sur les écrans, tout le temps aussi passé dans les transports inactifs. Si on prend le parallèle avec la mobilité active, je crois qu'on en a parlé aussi un petit peu ce matin, possiblement. Et donc finalement, quand on prend sa voiture, on est aussi sédentaire. Et donc il y a ici un levier peut-être à bouger plus au quotidien en adoptant de la mobilité active, en dehors même de l'activité physique. Et puis il y a nos habitudes, parce que de plus en plus sédentaires. Dans la vie professionnelle, c'est de plus en plus marqué avec le travail souvent sur écran. C'est le drive, c'est évidemment les habitudes qui peuvent générer de la sédentarité.
Alors ça aussi, peut-être qu'on l'a évoqué ce matin, bouger, c'est vital. Je ne vais pas revenir sur tous les bénéfices physiologiques, je pense que ça a été le cas, mais quand même, on se rend bien compte que si on remplace 30 minutes de sédentarité par jour par 30 minutes d'activité physique, on réduit concrètement la mortalité prématurée de 17%. Donc c'est toujours bien de se le rappeler. Et si ces 30 minutes sont employées sur une activité physique plutôt à intensité, la mortalité prématurée baisse de 35%. Vous voyez ici le schéma, concrètement, entre le volume d'activité physique et les bénéfices perçus pour sa santé en fonction donc, du niveau d'activité physique. 30 minutes d'activité physique modérée par jour réduit aussi le risque évidemment d'accident cardiovasculaire. Là encore, c'est une approche très physiologique, mais on va voir que les bénéfices, même si ce n'est pas l'objet de la présentation, vont bien plus loin que les bénéfices physiologiques. Ce qui crée le maintien de l'engagement, c'est souvent justement les autres bénéfices, c'est-à-dire le capital social, le fait de rencontrer du monde, le fait d'aller dans un groupe, de partager son expérience, et c'est ce sur quoi je vais y revenir. Les bénéfices physiologiques, bien souvent, justifient financièrement les études, mais ne sont pas... les bénéfices physiologiques, bien sûr, sont importants, mais ce ne sont pas le seul levier pour un maintien dans l'engagement. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si. Alors, il y a cette question d'activité physique. Là, encore une fois, on a dû vous en parler peut-être ce matin. L'activité physique, ce n'est pas la même chose que l'activité physique adaptée. C'est encore pas la même chose que la pratique sportive. Et ça, c'est bien de le rappeler aussi. Quoi qu'il en soit, ça permet une dépense énergétique plus importante, évidemment, que la sédentarité. Ce qu'on entend derrière activité physique, c'est tous les mouvements qui entraînent donc une dépense d'énergie au-dessus donc de la dépense de base. On en a parlé tout à l'heure. Alors, quand on pense activité physique, quand on dit c'est bien de faire du sport pour sa santé, et bien souvent, on voit maintenant les campagnes de promotion à l'activité physique n'utilisent plus le mot sport, concrètement, parce que c'est pas forcément du sport qu'on cherche à pratiquer, mais on cherche juste à bouger plus, peu importe le moyen. Et ça passe par tout ça. Alors ça peut passer par le professionnel, bien entendu. Et ça peut passer aussi par le transport, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle la mobilité active, c'est-à-dire prendre le bus, c'est toujours mieux que prendre sa voiture. Évidemment, marcher, c'est toujours mieux que de prendre le tram. Le vélo, encore une fois, c'est toujours mieux qu'un déplacement aussi passif. C'est les habitudes de vie, diverses et variées, le jardinage, le ménage, etc. Et puis, c'est aussi les pratiques sportives qui n'ont pas toujours la forme d'une pratique sportive. On a de plus en plus de pratiques hybrides maintenant qui proposent des activités physiques adaptées aux capacités physiques des personnes. J'y reviens pas trop là-dessus, mais ce qui est important peut-être d'avoir en tête, c'est que les modalités, les représentations sont différentes. Et le tout, c'est de trouver une pratique qui ait du sens pour vous et qui vous permette simplement de bouger. Et si possible, plusieurs fois, évidemment, de façon régulière. Alors les bénéfices, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien entendu, c'est autour de... On a souvent en tête les bénéfices physiologiques, et les médecins, c'est souvent les arguments qu'ils affichent, et à juste titre. C'est prouvé, on n'a plus à démontrer les bénéfices de l'activité physique. Sur la santé, sur les bénéfices physiologiques, mais aussi sur la santé globale. Et c'est justement sur ces autres leviers qu'il faut peut-être agir pour justement un bien-être global. Alors, souvent, AP, c'est en lien avec l'alimentation équilibrée. Ça fait partie des prescriptions non médicamenteuses qui sont d'ailleurs, parfois maintenant... l'alimentation et l'activité physique sont maintenant prescrites dans certaines prises en charge de certaines pathologies chroniques. Ce sont les deux, avec tout ce qui est équilibre psychologique et gestion du stress, qui font partie des thérapeutiques non médicamenteuses et qui peuvent faire l'objet aujourd'hui de prescriptions. Les bénéfices, je ne vais peut-être pas y revenir de façon détaillée, mais concrètement, c'est au niveau de la musculature, c'est au niveau des performances cardio-respiratoires. C'est également au niveau de la santé osseuse, la prévention de l'ostéoporose par exemple, c'est la prévention et l'optimisation des capacités fonctionnelles, c'est un levier pour la prévention des chutes aussi, qu'on sait, qui est important justement d'anticiper et de prévenir, qui est un facteur clé de la perte d'autonomie.
Ça réduit l'hypertension, la cardiopathie, les AVC, les diabètes. C'est efficace dans le cas du cancer, etc., de dépression. Donc, voilà, c'est évidemment la maîtrise du poids. Et j'avais anticipé le risque de chute dans le cas de la prévention de la perte d'autonomie. En fait, ce qui est important d'avoir en tête ici, c'est que les bénéfices sont bien sur la santé globale et pas uniquement, sur les bénéfices physiologiques. Finalement, c'est un petit peu l'objet de ce que je vais vous présenter maintenant. Et on va voir que les facteurs, les leviers à l'engagement, c'est souvent sur ces autres aspects. C'est pas si simple. On connaît tous les recommandations de l'OMS. On a tous en tête les 10 000 pas par jour qui nous sont recommandés parfois, qui a été d'ailleurs une campagne de prévention qui a évidemment pas fonctionné, puisque bien souvent, je ne sais pas si vous regardez autour de vous, mais les personnes qui font 10 000 pas par jour, il n'y en a pas beaucoup de façon régulière. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas si simple, et c'est pas si simple aussi de s'engager dans une pratique. Alors, vous avez ici un socio qui s'appelle Becker qui, dès 1963, disait que finalement l'engagement, c'est un processus qui permet d'adopter des nouveaux comportements de santé, alors même qu'on n'est pas forcément initié à ces comportements-là. Et concrètement, pour adopter un nouveau comportement de santé, pour lui, il y a deux gros piliers. C'est le sens et le contexte. Et ça, c'est vrai pour tous les comportements de santé. Il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait une représentation, une signification. Il faut que ça vous parle de faire de l'activité physique. Et puis, il faut que le contexte soit favorable, soit adapté, pour vous permettre aussi au quotidien de continuer cette pratique. Ce qu'on se rend compte, c'est que les recommandations, les injonctions médicales, les prescriptions médicales, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça ne suffit pas. On a de différentes variations d'observance médicale par rapport à la prescription d'activité physique, mais globalement, ce n'est pas suffisant, parce que l'activité physique n'est pas souvent identifiée comme des priorités en fait, dans une prise en charge ou à un moment ou dans la vie de tous les jours. Donc ce qui est important, c'est le contexte, c'est le fait aussi d'avoir un rapport à l'activité physique ou une représentation, une antériorité dans la pratique. Ça aussi, ça peut être un élément, et on va le voir, qui peut aider à la reprise d'une activité physique, mais pas toujours. Quand on a toujours fait, par exemple, un sport de compétition, pour nous, ça n'a pas de sens de pratiquer, ou en tout cas, on a une représentation d'une activité physique qui ne peut être que sportive. Donc, il y a un changement de représentation de la pratique, et encore une fois, besoin d'un accompagnement vers une pratique qui est plus adaptée, avec des finalités qui sont différentes. Et puis, évidemment, on se pose tous la question, quels sont les bénéfices que je vais avoir et qu'est-ce que ça va me coûter finalement au sens de l'énergie que je vais mettre dans cette pratique. Alors, vous avez ici les différents facteurs qui peuvent influencer la pratique d'une activité physique. Et là, on voit bien qu'il y a différents leviers potentiels. Alors, j'ai peut-être des choses à identifier concrètement. Vous avez les facteurs individuels, la personne en tant que telle, ses motivations, ses représentations, ses croyances, ses connaissances. Vous voyez, ce premier cercle restreint, son âge, qui fait qu'on a des facteurs intrinsèques et des motivations liées à une activité physique. Il faut que ça fasse envie. On vous dit souvent, faites de la natation parce que c'est bon pour votre dos, c'est bon pour vos jambes, c'est bon pour votre cœur, etc. Oui, mais moi, j'aime pas l'eau, j'ai peur de l'eau. La première chose, c'est quand même quelque chose qui ait du sens pour vous et qui fasse écho à vos envies. Le deuxième levier sur lequel on peut agir aussi, c'est finalement tout ce qui est facteur interpersonnel, mais surtout l'environnement qui est mis en place. Et là, c'est finalement le contexte dont je vous parlais tout à l'heure. On est sur le sens, ensuite le contexte. Et là, c'est la famille, c'est les amis, c'est tout ce qui finalement gravite de près ou de loin, toutes les interactions que vous pouvez avoir autour de l'activité physique qui pourraient vous amener à une pratique d'activité physique. C'est les écoles, c'est tout l'environnement en fait qui pourrait être favorable à la pratique.
Et puis, de manière plus générale, eh bien, il y a tout ce qui peut être mis en œuvre à un niveau macro, au niveau des politiques de santé publique, par exemple. L'accessibilité, notamment, qui est un des principaux freins, malgré tout, à la reprise d'une activité physique. C'est de connaître où se trouvent les dispositifs, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez ici? C'est évidemment les contraintes personnelles. Quand on est maman de 3 enfants, un travail, c'est pas toujours facile de consacrer du temps à cette pratique. Et puis c'est aussi, globalement, finalement, les infrastructures, par exemple, qui sont mises en place. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de démarches qu'on appelle de marketing en santé qui vont justement agir sur ces différents facteurs-là, identifier des populations et créer les contextes favorables finalement à la reprise d'activité physique. Alors, je vais vous prendre des petits exemples concrets, puis vous mettre ensuite à contribution justement sur les freins que vous avez identifiés. Je suis partie sur 2 exemples, celui des personnes atteintes de diabète de type 2 et celui de personnes atteintes du cancer de la prostate, pour avoir finalement travaillé sur ces 2 types de populations, et puis pour avoir essayé, chercher à comprendre qu'est-ce qui était réellement considéré comme des freins à la pratique. Là, c'était simplement pour resituer la question de la prescription d'APA, justement pour les personnes atteintes de pathologies chroniques, et notamment d'ALD, et de situer donc l'APA en prévention secondaire et tertiaire. Bon, ce qu'on disait tout à l'heure, l'activité physique, eh bien, c'est recommandé, c'est prescrit dans bon nombre de pathologies, que ce soit en prescription, que ce soit pour la prise en charge, mais aussi en prévention des pathologies. Alors voilà, c'est maintenant que vous allez travailler. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire et si on va réussir au niveau logistique, mais si vous avez la possibilité de scanner ce QR code, vous aurez la possibilité de renseigner le principal frein pour vous dans une activité physique. Est-ce que vous voulez tester l'expérience ou sinon on le fait de façon peut-être plus à l'oral? On va le faire peut-être plutôt à l'oral, ce sera plus simple. Là, c'est plutôt une technique d'interactivité, mais si je vous dis du coup quel est le frein principal à la reprise d'activité physique, en un mot, qu'est-ce qui viendrait? Motivation. Est-ce que vous avez d'autres... le frein principal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Proximité, accessibilité. Le temps. Ouais. Pardon? Alors attendez, le temps, le manque de temps ou la météo? Alors et la météo? La météo aussi pour vous. Les horaires de travail? Les horaires. Ah oui. Ah, les horaires de cours, de prestations, de prévention d'activité physique. Ouais. Et alors c'est quoi l'horaire principal? D'accord. Donc plutôt le matin. Et pas le mercredi, n'est-ce pas? Je crois que vous avez d'autres activités les mercredis pour certains d'entre vous. Donc, on a dit la météo, le temps, le manque de temps. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? L'accessibilité, le fait que les propositions de séance ne soient pas forcément à des horaires adaptés. Motivation. Ouais, le fait d'être seul. Ouais. Le coût. Vous avez dit le bloc moteur. D'accord. Vous voulez dire les capacités... Ah oui. Ah, donc là, on est déjà sur les leviers. Hein. Vous avez un temps d'avance. Je vais revenir sur les freins, du coup, et sur les différentes études qu'on a mises en place, mais finalement, vous en avez dit certains. Informer ne suffit pas, on l'a dit, et finalement, quand on a une pathologie, ou même quand on a une recommandation de pratique, bien souvent, ça reste dans un coin de tête et c'est difficile de s'engager. Alors, quand je prends l'exemple, il y a différents cas de figure, bien entendu, et là, c'est un peu une montée en généralité que je vais vous proposer. Mais concrètement, si on prend l'exemple du diabète de type 2, la recommandation d'activité physique, bien souvent, elle est relayée dans une deuxième intention. Un diabétique de type 2 va
Dans un premier temps, souvent adapter son alimentation et surtout prendre ses médicaments s'il en a. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une pathologie qui est dite asymptomatique. Donc c'est difficile de se mobiliser quand on ne ressent pas finalement les symptômes d'une pathologie. Et du coup, on n'a pas forcément la nécessité, ou en tout cas on ne la ressent pas, pour s'engager immédiatement dans la pratique, d'autant plus que c'est une population qui a parfois des conditions de vie difficiles. C'est souvent des catégories socio-professionnelles qui sont les moins favorisées. Évidemment, le diabète de type 2 est associé au vieillissement. Il est associé évidemment à des baisses des capacités physiques qui sont liées à la perte, à l'avancée en âge. Et puis, bien souvent, il y a un cumul de pathologies. Le diabète de type 2 est souvent associé à des pathologies cardiaques, à de l'obésité, des problèmes de surpoids, ou voire même à des pathologies psychologiques. Donc concrètement, en fait, quand on a une annonce de diabète de type 2, eh bien, c'est pas facile parce qu'on ne se sent pas concerné par la pratique d'activité physique, d'autant plus qu'on se sent fragilisé et donc encore moins en capacité de s'engager dans une pratique. Souvent, les discours que j'ai pu avoir, c'est le sport, c'est bien, mais c'est pour les jeunes, typiquement. Donc il y a des dispositions qui ne favorisent pas l'engagement dans une activité physique, avec une activité physique qui est pas forcément intégré dans les habitudes. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Donc des gens qui vont finalement, comme je vous le disais, pas forcément s'engager dans la pratique. À l'inverse, les personnes qu'on a interrogées qui ont eu un diagnostic d'un cancer de la prostate, eux, ils ont vécu l'annonce du diagnostic vraiment comme une urgence. Ça ne veut pas dire qu'ils sont engagés tout de suite dans une activité physique, on le verra par la suite, mais pour autant, il y a un caractère létal associé à la pathologie, et tout de suite, on va dire un engagement dans les soins, une observance dans les soins, plutôt dans le traitement, et dans un deuxième temps, vers d'autres recommandations de santé, mais finalement pas franchement en lien avec l'activité physique. Donc globalement, il y a des résistances à la pratique d'une activité physique. Alors les freins, on l'a dit un petit peu juste avant, ce qu'on a pu relever dans ces études, c'est que souvent, quand on parle de faire du sport pour leur santé, suite à une annonce de diagnostic ou pas d'ailleurs, finalement, on se dit que c'est un sport de compétition et que ça ne nous concerne pas. On n'a pas envie, parce que, évidemment, faire la pratique qu'on pouvait faire à 20 ou 30 ans, ce n'est pas adapté. Il y a le manque de structure adaptée, clairement. Alors, pas forcément les horaires qui ont été identifiés, mais surtout le fait qu'il n'y a pas près de chez soi, on ne sait pas où aller. Il y a surtout un manque de confiance en ses capacités. Puis là, on se dit, c'est bien, mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et puis surtout, il y a aussi la crainte du regard des autres. Et d'autres qui sont simplement pas prêts à entendre. Et on verra que par la suite, un des leviers, c'est la répétition des messages. Voilà, on n'est pas prêt à entendre à ce moment-là, c'est pas le moment. Dans le cas du traitement du cancer, eh bien, il y a des spécificités en plus, c'est que finalement, on a, avec le traitement, un rapport au corps qui a changé. Souvent fragilisé par le traitement, comme on peut le voir ici, et souvent adossé à une période de doute et de stress. Donc concrètement, eh bien, il y a une diminution globale des activités pendant les traitements et une difficulté de se réengager ou s'engager tout court dans une activité physique. Ça ne veut pas dire que les personnes sont inactives. Attention, beaucoup, évidemment, continuent et adoptent plutôt un style de vie actif. Alors, finalement, un peu en conclusion ici, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment une importance des limitations physiques, il y a des barrières environnementales, organisationnelles, il y a les questions de douleur, de fatigue, de sommeil, d'incontinence dans le cas du cancer. Les conditions météorologiques, bien sûr, sont identifiées, la distance des lieux de pratique, le manque de temps, je crois qu'on en avait dit quand même certains. Et puis l'idée que le sport, c'est pas adapté, et une méconnaissance finalement des pratiques hybrides, ou en tout cas des pratiques d'activité physique adaptée. Il y a la peur de l'accident aussi, et ça c'est très vrai pour les personnes qui sont atteintes qui ont eu des pathologies cardiaques, avec la nécessité d'avoir un accompagnement finalement, comme il existe d'ailleurs les centres de rééducation qui accompagnent les gens justement à avoir confiance à nouveau à leur corps, qui est nécessaire. La manque de confiance, on l'a dit. La conscience, pour autant, que c'est important de bouger. Et d'autres, au contraire, qui
vivent plutôt, qui n'ont pas spécialement, qui n'identifient pas spécialement le besoin d'une activité physique en plus de ce qu'ils font déjà. Finalement, les pratiques individuelles sont déjà inscrites dans les habitudes et finalement, pour le coup, les personnes atteintes de cancer, elles, évoquent vraiment une contrainte liée potentiellement à une dynamique de groupe. Ça dépend. Alors ça, c'est vraiment c'est beaucoup plus vrai chez les hommes que chez les femmes, en l'occurrence. Bon, on a parlé des freins, maintenant on va peut-être parler des leviers à la pratique. Je vais peut-être, voilà, comme on l'a fait tout à l'heure, à l'inverse. Ouais. Donc la dynamique de groupe pour le coup, ouais. C'est ce qui ressort vraiment. Oui. Ouais, ouais. La notion plaisir. On va groupe, plaisir. Quels pourraient être les leviers qu'est-ce qui pourrait faire que demain vous repreniez une activité physique? Sortir de chez soi. Lien social, proximité. En fait, finalement, ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut le transférer. Hein. Vous avez parlé de coût aussi tout à l'heure et j'ai pas rebondi. Et c'est vrai que ça m'y fait penser. Souvent, le coût peut être en effet un frein, mais bien souvent, quand même, on se rend compte que ça suffit pas à lui seul. C'est-à-dire que, c'est pas, peut-être. C'est comme la météo alors. Ouais. Bon, alors les leviers. Déjà, il y a une première chose qui émane finalement des structures d'accueil d'activités physiques adaptées. Je vais peut-être regarder l'heure quand même. Ouais. Les leviers à l'engagement dans une activité physique, déjà, il faut agir sur le contexte, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a le contexte, il y a le sens. Il y a beaucoup de campagnes maintenant et un des premiers enjeux, c'est de convaincre, mais je crois que vous êtes plus ou moins tous convaincus ici. Par contre, c'est la multiplicité des messages. Et ça, notamment des gens qui n'ont pas forcément la blouse blanche. Plus ça vient en dehors du soin, plus c'est facile aussi de s'engager dans une activité physique, bien que parfois ça soit rassurant. Recommander ne suffit pas. On l'a dit, il faut faire tomber les résistances et donc il faut agir sur la représentation. Le sport qu'on vous propose, ce n'est pas le sport, le basket ou le foot de référence. C'est bien une pratique adaptée. En effet, la pratique entre soi, la pratique adaptée, la pratique sécurisée, et puis ce qui importe souvent, c'est l'importance de la première séance. Donc le plus dur, c'est d'y aller une fois. Et si ça se passe bien, et déjà, si un groupe, si on se rend compte qu'on peut faire au même titre que n'importe qui, alors bien souvent j'ai entendu des discours, si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire. Hein. Donc on se rassure aussi, et puis on se dit, en fait, elle est bien pire que moi, donc... Voilà. Bien entendu, ça fait partie aussi de cette émulation de groupe qui fait que on se rend compte que on n'est pas si à la rue que ça, quoi. Et bien au contraire. Et puis, faut que ce soit ludique. Vous avez dit plaisir tout à l'heure. Moi, c'est pareil. Hein. D'aller courir le dimanche matin, c'est dur. On peut, mais il faut justement ressentir les sensations corporelles pour y prendre plaisir. On peut courir le dimanche matin et en prendre plaisir, mais peut-être pas tout de suite. Vous voyez là totalement, vous voyez totalement l'importance et l'influence du contexte pour le coup, qui fait qu'à un moment, en effet, on est comme à la maison et finalement, on fait partie des murs et voilà.
Mais évidemment, là, c'est tout le rôle, évidemment, de l'encadrement, de jouer ce rôle de passerelle et de pouvoir faire cette dynamique de groupe. Ouais. Peut-être. Mais en tout cas, la dynamique de groupe est un des leviers au maintien de l'engagement. Si évidemment vous allez dans n'importe quelle situation, pas forcément dans l'activité physique, hein, si vous êtes sentez intégré dans un groupe, évidemment c'est plus facile pour y rester. Mais là, il y a un vrai enjeu justement de mobilisation et c'est le rôle des professionnels d'APA justement qui encadrent ces pratiques, de favoriser ces dynamiques de groupe. Parce que ce n'est pas forcément les bénéfices physiques ressentis, comme je vous le disais tout à l'heure, qui font que la personne va s'engager sur le long terme. Bon, alors là, j'ai une jeune fille dans la salle qui pourrait parler beaucoup mieux de ce projet, en l'occurrence qui travaille dessus au quotidien, mais il se trouve que j'avais fait une petite apparition furtive au tout début de ce projet sur justement les stratégies motivationnelles. Le projet Actipair, c'est aussi finalement un outil au service de l'engagement dans une activité physique, et là par une stratégie d'accompagnement par un pair. Donc c'est quelqu'un qui a possiblement les mêmes... alors là, c'est le cas du cancer de la prostate, mais qui a finalement le même profil que vous, qui a vécu plus ou moins les mêmes choses et qui finalement vient comme levier motivationnel pour aider à l'engagement dans une activité physique. Il existe des initiatives comme celle-ci et je voulais du coup vous l'identifier. Alors, je ne sais plus pourquoi je vous ai mis ça, mais c'est peut-être... là aussi, on est finalement au moment finalement de la recommandation. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était difficile de s'engager dans une activité physique, mais en fait, évidemment, il y a plusieurs réactions finalement à cette recommandation. Dans le cas de l'étude Actipair, en l'occurrence, on avait des profils de patients qui avaient plutôt vécu l'annonce du diagnostic comme finalement l'identification le besoin, le ressenti de pratiquer encore plus pour contrer les défaits délétères d'un traitement. Et à l'inverse, d'autres personnes qui finalement, ce qu'elles cherchent tout simplement, c'est de retrouver la vie d'avant la maladie et potentiellement d'observer son traitement, pas forcément face aux recommandations d'activité physique, et globalement, finalement, sont assez passifs dans la recommandation de pratique. Je vais peut-être passer un peu vite là-dessus, mais simplement pour dire qu'il y a deux types de trajectoires. Il y a les gens qui font déjà de l'activité physique, qui potentiellement vont intensifier leur pratique au moment d'un diagnostic, et d'autres, pour autant, qui ne sont pas forcément pratiquants d'activité physique. Là, on voit bien aussi le levier qui est de, finalement, les atomes crochus à la pratique en amont, finalement, des pathologies. Par contre, les activités physiques, comme vous voyez ici, elles se diversifient. Ce n'est pas toujours les mêmes. On passe finalement d'une finalité qui est plutôt compétitive, performance, vers une finalité qui est plutôt celle du plaisir, du bien-être, de la vie en collectivité, de l'activité physique au quotidien. Alors, je vais finir là-dessus certainement. Les leviers à l'APA, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, ça se construit progressivement. On ne vient pas pratiquant d'activité physique du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit progressivement. Et ce qu'on remarque quand même, c'est que les personnes qui globalement s'engagent sur le long terme, elles ont changé leur représentation de la pratique, elles ont un rapport au corps qui est différent, un rapport à l'activité physique qui est différent, et surtout un rapport aux autres qui évolue également. Les bénéfices physiologiques, physiques dont j'évoquais tout à l'heure, ça peut être un levier à la pratique à partir du moment où on ressent les effets. Dans le cas du diabète de type 2, on ressent directement les effets finalement sur la glycémie. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on ressent physiquement et qui peut nous amener peut-être à s'engager dans la pratique. Il y a cette notion de se sentir capable, comme on a dit tout à l'heure. Il y a cette notion aussi de se sentir, d'avoir de nouvelles sensations corporelles. Je me sens plus souple, je me sens plus alerte, je dors mieux. Souvent, c'est ce qui est dit aussi. Et finalement, j'apprends des nouvelles techniques du corps. Et ça, c'est quand même des choses qui favorisent l'engagement sur le moyen terme. C'est l'évolution au sein d'un groupe, on l'a dit tout à l'heure. C'est la construction collective du goût pour les effets. Encore faut-il avoir le goût pour les effets, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des sens qu'on accorde à la pratique. J'en prends goût parce que finalement, je ne peux plus m'en passer. Et on arrive finalement à des gens à ce stade-là qui
qui, au contraire, ne peuvent plus envisager de ne plus pratiquer parce qu'il y a comme un manque finalement qui se produit. Et puis, c'est aussi une perspective autre que celle du soin. Ok, on m'a dit de pratiquer pour ma santé, mais moi, je pratique pour mon plaisir. Et c'est ça qui me motive, en fait. Donc, je ne vais peut-être pas revenir sur tout ça, mais on retrouve les notions de plaisir, de bien-être, d'amour de la nature aussi. On n'a pas vu ça en levier, beaucoup disent ça. En fait, voilà, l'activité physique, c'est aussi sortir, prendre l'air. C'est partager des expériences. Évidemment, on va dire que la pratique de la marche est peut-être plus favorable au partage d'expériences que la natation, vous pouvez bien vous en douter, mais c'est le partage d'expériences, c'est avoir des temps dédiés aussi pour la discussion. On l'a dit, les bénéfices physiques, physiologiques, c'est le moyen de s'évader, de ne pas penser aussi, dans le cas de pathologie, parfois au caractère légal de la pathologie. C'est le fait d'être convaincu des bénéfices, et c'est ce groupe partage. Pouvoir échanger au-delà de l'activité physique. On s'est rendu compte, finalement, dans le cas du cancer, et là, Evolène le dirait mieux que moi, que finalement, c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter plus largement, finalement, autour de sa pathologie, et surtout avec des personnes qui ont vécu plus ou moins la même expérience, et surtout en dehors du cercle restreint. Alors, quand on vit en couple, c'est aussi l'occasion de pouvoir parler des problèmes de santé ou autres à d'autres personnes que à son conjoint. Et ça, c'est quelque chose qui a clairement été identifié pour le cancer de la prostate, par exemple. Le plaisir, l'amour de la nature, on l'a dit, le fait de prendre l'air, de retrouver des habitudes, d'oublier la maladie dans le cas de prévention. Alors maintenant, je voudrais vous poser la même question, mais qu'est-ce qui fait que finalement on maintient notre engagement sur le long terme? Et bien là, c'est ça, c'est le sentiment d'agir pour soi finalement, pour sa santé. Et puis possiblement, en effet, intégrer des structures associatives diverses et variées, de proximité. Le choix d'une pratique pour soi, autonome, autodéterminée, c'est-à-dire choisie volontairement. Et puis, voilà, l'ouverture vers un groupe partage, on en a déjà parlé. Ce qu'on se rend compte bien souvent, et ça arrive parfois, de gens qui s'engagent dans une association plus globale peut-être de patients, qui poursuivent finalement au minima leur pratique d'activité physique, mais qui, par le biais de l'activité physique, réussissent finalement à s'engager dans de nouvelles normes de santé plus globales. Donc par l'activité physique, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de manière générale. Je fais plus attention à mon alimentation, je dors mieux, j'ai vraiment un impact plus global. Et ça, c'est vraiment, à ma connaissance, le seul levier qui permet finalement une extension aussi large finalement dans le champ de la santé. On voit par exemple dans 50% des cas, pour les gens qui ont eu un cancer, ont repensé leurs habitudes alimentaires, ont arrêté le tabac, ont plus de rigueur dans leur traitement par exemple. Alors je ne sais pas si ça a marché, mais je voulais vous passer cette petite vidéo. Recommandation des médecins, les malades peinent à chausser les baskets et à changer leurs habitudes. Une étude a été lancée au CHU de Saint-Étienne. L'équipe soignante a eu une idée pour motiver ses patients soignés pour un cancer de la prostate. Vous voyez ce reportage signé Adèle Lecanu, Aldo Cardulo, Thierry Auden qui sont allés voir sur place. Allez, on s'arrête pas, monsieur Mazelier. On s'arrête pas. Doucement, mais régulièrement. Motivé, encouragé, Pascal prend sa nouvelle mission très à cœur. Une fois par semaine, il accompagne François pour une randonnée de plusieurs heures. Il est un petit peu rouillé au niveau articulation. On a mis de l'huile et après 5-10 minutes de marche, il accélère et tout se met en marche. Les débuts est toujours un peu dur. Si François doit reprendre le sport, c'est qu'il a été traité pendant 3 ans pour un cancer de la prostate. Pour l'accompagner, les médecins comptent sur Pascal, un ancien patient. Il est ce qu'on appelle un patient père. Le constat, c'est que 60 à 70% des patients atteints du cancer de la prostate restent inactifs et sédentaires. Donc on se dit que le message probablement ne passe pas, peut-être que ce message n'est pas assez pertinent, et on s'est posé la question de faire intervenir un patient qui a l'expérience de la maladie, donc un patient père,
Parce qu'il a toute cette sensibilité que nous n'avons pas. Le patient, il a vécu la maladie, il a vécu l'annonce du diagnostic, la prise en charge, et je pense que c'est vraiment un atout de pouvoir impliquer les patients pairs dans cette prise en charge. Et tout le monde y trouve son compte. Santé, moi je le verrai là derrière. N'importe quoi. Là, moi ça m'a permis de sortir et de marcher un peu, alors que je fais pas de sport tout seul, quoi. Je reste en groupe. Je me suis aperçu qu'on pouvait marcher 3 heures. J'y arrivais alors que jamais je l'aurais fait si j'avais pas un coach exigeant et qui me casse les pieds, quoi. Je suis obligé d'y aller, quoi. Allez, on y va? Comme un tiers des patients atteints d'un cancer de la prostate, François a subi une hormonothérapie. Remettez la mécanique en route. 3 ans de traitement, efficace certes, mais lourd de conséquences. Les effets secondaires du traitement hormonal, c'est dans l'ordre de sévérité. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui est en fait presque un diabète. C'est une surmorbidité cardiovasculaire qui n'est pas forcément directement liée au syndrome métabolique. C'est l'ostéoporose, donc la fragilité osseuse qui est due au traitement hormonal. C'est une diminution de l'élan vital. On a moins de peps, on a moins de pêche quand on a un traitement hormonal. C'est justement là que l'activité physique entre en jeu. En faisant du sport, on diminue le risque d'avoir ces effets secondaires et on diminue le risque parfois de façon tellement importante qu'on gomme le risque. Après 1 mois et demi de randonnée hebdomadaire, François a gagné en forme et en assurance. C'est la première fois depuis sa maladie qu'il parvient à faire cette ascension. C'est une victoire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je surmonte ma douleur et aujourd'hui spécialement bien, alors, pourvu que ça dure. Les médecins surveilleront François pendant 1 an et verront s'il garde une activité physique régulière, avec ou sans Pascal. Alors tout ça, c'est finalement pour finir sur ces notions de qualité de vie. Alors là, vous avez évidemment une citation de l'OMS qui, globalement, finalement, ok, activité physique, est-ce que concrètement ça augmente ma qualité de vie ? On part du principe que ça agit sur la santé physique, sur l'état psychologique, sur le niveau d'indépendance, sur les relations sociales, les croyances, en lien évidemment avec son environnement. Et donc par ce biais-là, on peut imaginer quand même que l'activité physique est un levier justement pour optimiser sa qualité de vie. Attention à ne pas réduire la qualité de vie, encore une fois, au simple scope de la santé, puisqu'on peut finalement avoir des qualités de vie très bonnes en ayant finalement peut-être des pathologies ou, globalement. Ce qui est important de garder en tête, c'est que l'activité physique, pour le coup, va permettre une approche vraiment globale de la personne avec tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à présent. Pour finir, une APA intégrée dans l'habitude de vie, c'est finalement agir concrètement pour sa santé. On appelle ça le concept d'empowerment, d'avoir du pouvoir sur sa santé et finalement d'optimiser son degré, son niveau d'autonomie dans la pratique. Et ben, ça peut prendre différentes formes, encore une fois. C'est simplement peut-être trouver son place dans un groupe, on l'a dit tout à l'heure, tout simplement, si tant est ce soit simple. C'est peut-être pratiquer seul, c'est être capable de se contraindre soi-même, c'est-à-dire d'aller à pied jusqu'au centre-ville, par exemple. C'est redéfinir ses priorités. Ok, le diabète, c'est un médicament, mais c'est aussi l'alimentation et l'activité physique. C'est être observant des recommandations de pratique. Alors ça, évidemment, mais pas toujours facile. C'est reconnaître ses difficultés, solliciter des personnes, justement, pour pallier ces difficultés, trouver de l'aide. C'est ça aussi, être autonome, finalement, c'est être en capacité de demander de l'aide. C'est savoir s'entourer, le réseau de sociabilité, bien entendu, qui peut être un levier. Je crois que c'est un des principaux qui a été clairement identifié. C'est de prendre en main son traitement, ok, mais au-delà du traitement, et puis modifier justement ses comportements de santé de manière générale. Concrètement, c'est quoi avoir du pouvoir dans sa trajectoire de vie et déterminer l'idéal du patient idéal, si on ose dire, son propre bien. Et ça, c'est vous qui l'identifiez avec finalement le contexte qui est favorable à votre épanouissement personnel, le contexte et les significations qui sont associées. Voilà sur la présentation de diapo. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières ou si vous voulez revenir sur certains sujets.
fait, il n'y a pas... Comment dire ? Il y a plein de leviers. Il y a plein de freins aussi. Et il n'y a que vous qui avez la clé. Parce que ça dépend vraiment de vos styles de vie, de vos envies, du contexte qui est le vôtre. Mais peut-être ce qu'il faut garder en tête, c'est plus facile d'y aller à plusieurs ou dans un premier temps pour favoriser finalement un engagement sur le plus long terme. C'est vraiment ça qui ressort de l'ensemble des études. J'ai été trop trop claire. Bon. Merci. Oui. C'est marrant parce que moi, ça ne blosse pas. Donc, quand les gens viennent s'inscrire en début d'année ou en saison, on voit bien que la première chose que les femmes veulent, souvent c'est les femmes, elles veulent être avec leurs copines, dans le groupe de leurs copines, avec des activités. Et on nous demande est-ce que certains groupes ne bougent pas. Oui. Par exemple, s'il y a un cours d'aquagym, elles veulent se retrouver l'année d'après tout ensemble dans le même cours. Un homme, les hommes sont plus... Tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est de la souplesse ou si c'est de la... ils sont plus... C'est vrai qu'il y a une vraie différence de genre qui a été soulignée là-dessus. Les femmes ont plus tendance à aller vers les pratiques associatives. À changer de groupe, comme ça, ils voient d'autres dames. Donc ça aussi, c'est un levier motivationnel. C'est vrai qu'il y a une vraie différence de genre dans l'adhésion, ne serait-ce que dans le choix de la pratique. Mais les hommes vont plus difficilement dans une association que les femmes, de manière générale. Les femmes vont plus aller facilement seules dans des associations. Globalement, en fait, c'est vrai qu'on voit vraiment une différenciation ici, mais on retrouve bien souvent quand même cette dynamique de groupe qui va permettre le maintien de l'activité, là, pour le coup. Parce que si vous cassez justement le groupe, eh bien après, c'est difficile de pouvoir se réengager et de reconstituer un groupe. Ouais. Alors, ce qui est très difficile, et l'OSPA permet justement le maintien sur plusieurs années, mais souvent, vous avez des groupes d'activité physique qui ont des cycles de 3 séances, par exemple, ou des cycles de 3 mois, de 12 séances en général. Et là, qu'est-ce qu'on fait après, au bout des 12 séances ? Il y a beaucoup de modèles d'accompagnement comme celui-ci, notamment les ateliers passerelles, pour citer que, mais les cycles de rééducation sont souvent basés sur 3 mois. Et là, il y a vraiment un enjeu de maintien de l'activité à ce moment-là, pour engager vers potentiellement des relais associatifs comme peut-être l'OSPA ou l'association dont vous avez dit tout à l'heure. Oui. Parfois, oui. Ouais. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur. Souvent, il y a le regard des autres qui est souvent très marqué chez les femmes, beaucoup moins chez les hommes, encore une fois, mais qui peut être un frein à la pratique. Je me souviens d'une dame qui me disait « Oh là là, mais j'ai jamais mis autant de pantalons que depuis que je fais de l'activité physique. » En fait, c'était une dame qui avait plutôt l'habitude de mettre des jupes, mais pour faire de l'activité physique, c'était compliqué. Et pour elle, c'était vraiment une évolution finalement dans ses habitudes, parce qu'elle se préparait pour la pratique, elle achetait des baskets, des pantalons adaptés à l'activité physique, et finalement par le biais de l'activité physique, elle en est venue à d'autres normes vraiment de santé dans la façon de s'habiller, dans la façon de prendre soin d'elle, etc. Et finalement pour elle, ça a été un bénéfique au-delà de la pratique en tant que telle. Parce que c'est des nouvelles habitudes. Si vous voulez, vous mangez tous les jours, tout le monde mange. Certes, c'est pas facile de modifier son alimentation parce qu'on a nos habitudes. Par contre, l'activité physique, on n'en fait pas des fois. Donc, il faut intégrer une nouvelle pratique. Donc, il faut créer ces habitudes-là. Et c'est ça qui est parfois le plus compliqué. Mais il y a des dispositifs pour accompagner. Ouais. Oui. Ouais.
C'est vrai. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a... Pour changer un comportement de santé, les campagnes de prévention de manière générale, en parlant d'activité physique, de tabac, d'alimentation, c'est à l'échelle d'une génération. Les enfants aujourd'hui sont très sédentaires par rapport aux enfants d'il y a 1 ou 2 générations. Parce que plus de stimulation, plus de technologie, etc. Et donc, en fait, les campagnes de prévention, là, pour le coup, ciblées sur prévention primaire chez les enfants, elles s'organisent pour les enfants de demain. Et le contexte, là, c'était le niveau macro, finalement, que vous disiez tout à l'heure, ce que vous êtes en train de dire là, qui a un levier aussi pour les pratiques. Mais un des principaux leviers, c'est de se dire que c'est pas pour les autres, c'est pour soi aussi, et que il faut tester. Il y a des pratiques qui sont plus favorables aux uns qu'aux autres, des contextes qui sont plus favorables aux uns aux autres. Les hommes préfèrent justement ActiPair, qui est l'accompagnement par un pair, parce que ces hommes-là ne vont pas aller d'eux-mêmes à une association. Ils ont besoin potentiellement d'un levier pour l'entrée dans la pratique. Et après, une fois qu'on a le pied dedans, c'est plus facile de pouvoir continuer. Donc il y a des dispositifs, de nombreux dispositifs qui existent, et il ne faut pas hésiter à aller en voir un. Ce n'est pas parce que ça se passe mal à un endroit que ça va se passer mal à un autre. Et que, à un moment, à partir du moment où vous avez le plaisir d'aller plus finalement voir les copains ou les copines, ou en tout cas, peu importe le bénéfice que vous en retirez, mais c'est en effet la dimension plaisir qui fait que tout à chacun finalement va continuer ses pratiques. Ça paraît plutôt allant de soi. Il n'y a pas de remède à ça. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère vous avoir apporté un petit peu de contribution.